Bonjour à tous, mon nom est Pascal Borel et je ne vous parle pas des montagnes suisses mais de Genève, en Suisse toujours. Aujourd'hui je vous lis le livre 2024 que vous trouverez sur Amazon, que vous trouverez sur le site www.4oved24.com entièrement gratuitement, avec des espaces commentaires sous chacun des chapitres qui vous permettent de commenter, d'amener si vous trouvez des erreurs ou si vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses que l'on dit. Sur le site, c'est entièrement gratuit. Sur Amazon, pour 24 €, vous avez une copie papier du livre. Certaines personnes préfèrent avoir les choses sous forme de papier. Le but du livre est de redonner leur force à nos démocraties, de redonner leur rôle à nos politiciens au service du seul souverain, le peuple. Je vais maintenant vous lire le chapitre 8 sur les dirigeants politiques, ce qu'on attend d'eux, qu'ils se remettent, comme je le dis, au service du seul souverain, le peuple. Quelques citations. Les seuls individus qui menacent la sécurité nationale sont ceux qui en ont la charge, les politiques. L'impunité est le plus grand encouragement au crime. La mesure d'un homme est ce qu'il fait de son pouvoir. Un chef ne peut pas être heureux si son peuple ne l'est pas. La liberté est la participation au pouvoir. Les gouvernements sont légaux, mais illégitimes, car ils ne représentent plus l'intérêt du peuple. Les esclavagistes sont encore plus les esclaves de leur propre système que ceux qu'ils maintiennent en esclavage. Les communautés politiques sont la meilleure forme de recherche du bien commun. Les politiques honnêtes, les penseurs philosophes, sont les créateurs de l'idée première à l'origine de nos démocraties. Ils sont les gardiens des règles qui nous unissent. En particulier, les politiques sont les défenseurs des constitutions et des lois, qui seuls nous permettent de vivre ensemble, de travailler ensemble, d'unir nos forces derrière nos projets communs. La fonction des politiques et de l'État est la défense de la propriété privée et de la propriété intellectuelle. C'est la seule et unique fonction de l'État. C'est le seul et unique devoir des politiques. Tu peux retourner le problème dans tous les sens, mais quand tu y auras réfléchi, tu arriveras à la même conclusion que moi. Même l'ordre intérieur, la défense et la justice découlent automatiquement de cette mission première. En fait, ils font partie intégrante de cette seule et unique mission, de donner accès à la propriété privée et à la propriété intellectuelle. Tout le reste est un jeu qui consiste à te faire croire que le monde est si complexe que seule une petite élite est capable de tout décider à ta place. Tu en es si convaincu que les politiques jouent avec l'excès de pouvoir qu'ils se sont attribués, jouent avec le pouvoir qu'ils t'ont en fait volé, qu'ils ont volé au peuple, le pouvoir que tu leur as donné par ton manque d'engagement, par ton désintérêt de la chose publique. Or, si tu ne t'occupes pas de politique, la politique s'occupera de toi. Si tu ne participes pas au pouvoir, tu es gouverné par des individus qui te sont inférieurs, mais qui te dominent par les règles qui les protègent et qui te soumettent à leurs diktats. Tes politiques sont encore légaux,
mais ils sont illégitimes, en ce sens qu'ils respectent les lois, mais que leurs actions ne reflètent pas les choix du peuple. Ils se sont donné la capacité de t'imposer leur vision du monde, du fait qu'ils ont mis à leur service les structures constitutionnelles et légales qui les maintiennent au pouvoir et qui te volent ta souveraineté. Grâce à la complexité et à l'inintelligibilité des règles mises en place volontairement, les politiques restent légaux, mais encore une fois, ils sont illégitimes car ils n'expriment pas ta détermination. Ils ne sont plus les représentants de ta volonté. Ces règles légales leur donnent une immunité qu'ils se sont auto-accordée. Ils sont indépendants du peuple, ils vivent dans leur petit monde à eux, dans leur réalité en autarcie complète. Ils t'imposent leur volonté, même si c'est en complète rupture avec tes intérêts. Ils t'imposent des guerres, car en temps de guerre, la loi se tait, ce qui renforce encore leur pouvoir. Ils t'imposent l'inflation et le contrôle des monnaies pour te voler ton argent, la valeur de ton travail. Ils t'imposent un cadre constitutionnel et légal si complexe que même les experts ne le comprennent plus dans son ensemble. Ils t'imposent la dette politique, habilement nommée dette publique, comme solution à leur gestion calamiteuse. Ils t'imposent des taxes sur absolument tout pour te déposséder de la valeur de ton travail et se donner un accès illimité à ton argent. Or, si tes gouvernants ont un accès sans limite à ton argent, ils t'imposeront une dictature sans limite. L'argent sans limite est le moteur de toutes les guerres. Et ils s'amusent avec le pouvoir monétaire que tu leur donnes, comme tu joues au Monopoly en famille le dimanche après-midi. Tu peux t'indigner, tu peux accuser les politiciens d'être corrompus, et ils le sont pour l'écrasante majorité, mais pas par volonté personnelle. C'est l'environnement constitutionnel et légal qui les y conduit, qui les y contraint littéralement. Et c'est normal. Quand les règles du jeu te le permettent, tu les utilises pour gagner la partie. Si tu ne le fais pas, un autre joueur prendra ta place et tu auras perdu. Mieux encore, si tu peux modifier les règles du jeu à ta guise ou les interpréter pour gagner à coup sûr, tu serais fou de ne pas le faire. Encore une fois, les règles simples et fondamentales de l'évolution de la vie sont à l'œuvre. Quand une niche légale ou constitutionnelle est créée, tu dois l'occuper, sans quoi tu perdras la partie au profit d'autres joueurs qui, eux, n'hésiteront pas à prendre ta place. Il n'y a aucun complot. Seules s'appliquent les règles qui sont gravées dans nos gènes. Un enfant de 7 à 10 ans le comprend aisément. Si tu crois au complot, c'est que tu as perdu le plus élémentaire bon sens. Tu as perdu la capacité de faire des raisonnements les plus simples, ceux qui dirigent nos actions, les raisonnements qui sont à l'origine de nos motivations. Comment se fait-il que tu te laisses aller à des explications complexes qui, par définition, ne tiennent pas la route par rapport aux règles simples de l'évolution de la vie? La nature n'aime pas le vide. Dès qu'une niche écologique, financière, politique ou autre est disponible, elle est immédiatement occupée par des individus qui en tireront le meilleur parti. Tu ne peux pas demander à des politiciens qui ont pour la plupart échoué à saisir les opportunités que leur offrait le secteur privé de ne pas saisir les opportunités d'un environnement politique qui est le leur. Ce n'est pas le pouvoir qui rend fou les politiciens,
Ce sont les opportunités ratées, laissées à d'autres qui savent les exploiter et qui vont les exploiter. Les politiques et autres professionnels du droit, du cadre légal et constitutionnel ont interprété et fait évoluer les règles qui nous offrent notre cadre de vie et notre liberté vers une complexité qui rend inutilisable la base même de nos démocraties. En dehors d'un cercle d'universitaires bien pensants, ayant payé leur droit d'entrée dans le sérail très fermé des bénéficiaires d'une telle complexité, personne ne comprend ni ne peut utiliser la plateforme censée offrir au peuple la capacité d'entreprendre, d'innover, d'élever ses enfants, d'être libre et souverain. Cette inaccessibilité est voulue. Tout est organisé pour te déconnecter du pouvoir, car ta liberté vient de ta participation au pouvoir. Et tes dirigeants ne veulent pas que tu sois libre, encore moins que tu participes ou que tu aies le pouvoir. Tu es dans un système de démocratie dite représentative, dans laquelle, quand tu mets ton bulletin de vote dans l'urne pour élire tes gouvernements, c'est le moment où tu décides que tu ne décideras plus jamais rien. Tu élis des représentants qui prendront toutes les décisions à ta place sans te consulter. Ils t'ont déconnecté du pouvoir par voie structurelle, par voie constitutionnelle, par voie légale. Si tu n'es pas content, si tu sens que quelque chose ne tourne pas rond, entre guillemets, la seule chose que tu puisses faire est d'élire un autre individu dans 5 ans, ou dans 3 ans, ou dans le meilleur des cas, dans 1 année. Tu es responsable de cette situation, car tu t'es laissé priver de tous les outils légaux et constitutionnels qui devraient te permettre d'exercer ta souveraineté. Dans leur recherche absolue de pouvoir, les politiques ne veulent pas que le bon sens terrien qui anime le peuple puisse exercer la moindre influence sur le monde en chaos qu'il t'impose depuis des décennies, voire depuis 2 siècles. Ton devoir est donc d'offrir à nos dirigeants des règles qui marquent clairement les limites de leur pouvoir. Du fait que les règles qui permettent notre vie en société sont entièrement créées par l'homme, du fait qu'elles ont pris une totale indépendance des phénomènes purement biologiques qui ont gouverné notre évolution, il est facile de les réécrire en tenant compte des erreurs du passé. Tu ne peux en aucun cas te contenter de quelques amendements ou quelques nouvelles règles qui viennent s'ajouter aux lois déjà existantes. Ce serait peine perdue. À ce stade, ce qu'il reste de nos démocraties est moribond. Et tu ne redonneras jamais son allant vital à un patient qui attend la mort aux soins palliatifs, quel que soit le traitement que tu lui administres. Un malade qui attend la mort prend n'importe quel médicament pour se donner quelques jours de sursis, tout comme un État en fin de vie adopte n'importe quelle loi pour conserver son pouvoir. C'est ce que tu peux observer partout. Seule la mort, suivie d'une renaissance, remettra nos politiques au service des peuples de la terre. Nous allons voir comment dans les prochains paragraphes. Les personnes qui réussissent dans le secteur privé ne se retrouvent que très rarement à travailler pour l'État. La seule exception est faite de personnes particulièrement honnêtes et éthiques qui ont une vocation et qui ont gardé en eux la fierté du service public. Donc, par définition, quand les politiques ont pour conseiller les patrons des grandes entreprises privées, ils ont affaire à des interlocuteurs qui ont réussi là où ils ont échoué. Il s'en dégage une sorte de hiérarchie. Les politiques ont le pouvoir,
mais ils ont comme conseillers des individus qui leur sont supérieurs, qui ont réussi là où ils ont raté, là où les politiques ne sont pas compétitifs, le secteur privé. Fort des connaissances supérieures que les gestionnaires des grandes entreprises ont dans leurs domaines respectifs, ils sont prêts à tout pour défendre leurs intérêts financiers quand ils deviennent les conseillers des politiques. C'est ce que tu appelles le lobbying. Pour illustrer mon propos, lors d'une conférence à ses cadres supérieurs, le président du conseil d'administration de l'UBS, l'Union de banques suisses, la plus grande banque suisse, expliquait ouvertement que son rôle premier était le lobbying gouvernemental pour faire en sorte que le cadre légal soit adapté à son institution. Oui, tu as bien entendu. Son mandat est de mettre en place le lobbying nécessaire pour adapter les lois à ce qui ramène le plus de business à sa société. Un des buts est de complexifier les règles qui s'appliquent à la gestion de fortune et aux transactions financières pour les rendre inapplicables par les plus petites structures bancaires ou par les sociétés de gestionnaires, gestion de fortune indépendants. Ces petites et moyennes entreprises, PME, disparaissent car elles n'ont plus les moyens de se plier à des procédures légales et administratives si complexes que seules les plus grandes banques peuvent se les payer. Ah, c'est un bon moteur de croissance pour l'UBS, car elle récupère les clients. Cela alors que tout le monde sait qu'en Suisse, comme dans tous les pays du monde, 75 à 80% de l'économie réelle est issue des petites et moyennes entreprises, des PME. Et c'est là que le bât blesse. Le président du conseil d'administration d'un acteur majeur de l'économie suisse, conseiller du gouvernement et des politiques, n'a aucun intérêt pour ce qui représente 75 à 80% de l'économie de son pays, de ce que 75 à 80% des Suisses mettent dans leur assiette. Il ne milite que pour sa paroisse, en rupture totale avec l'intérêt général, avec les intérêts de la nation. Et c'est auprès de ce type d'individus que nos politiques trouvent l'inspiration et prennent leurs décisions. Tu peux être certain que le même modèle s'applique à tous les secteurs d'activité humaine. L'éducation, la santé, l'énergie, les transports, l'agroalimentaire, pour n'en citer que quelques-uns. Nous ne sommes pas noirs dans un domaine et blancs dans un autre. Tout est lié, tout se tient. Mais il y a encore pire. Dès que leur lobbying est bien en place, les grandes corporations font des politiques leurs ambassadeurs pour mettre la pression sur les libertés fondamentales d'autres pays. Les États-Unis d'Amérique sont passés maîtres en la matière. Leur but est d'imposer des lois qui centralisent dans leurs mains toutes les sources de revenus possibles et imaginables. Ne cherche pas plus loin. C'est simple. Il n'y a aucun complotisme. Il n'y a que des intérêts personnels d'individus qui créent des lois pour biaiser le système en leur faveur. Un exemple vaut mieux qu'une explication. La Suisse a inscrit le secret bancaire dans sa constitution, je crois, en novembre 1936. Le but était de donner un asile fiscal aux Juifs allemands qui étaient persécutés pendant la montée du nazisme juste avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. Bien sûr, la Suisse y a trouvé son avantage financier, car elle est automatiquement devenue le coffre-fort de la planète. Notons toutefois qu'il a fallu un grand courage politique à un petit pays comme la Suisse pour s'opposer à la puissance montante de l'Allemagne nazie. La Suisse a donné à tout individu le droit constitutionnel de mettre son argent en sécurité, à l'abri des voleurs, donc à l'abri des États, à l'abri des règles légales, quelles que soient les circonstances.
Certains criminels se sont évidemment servis du secret bancaire pour cacher leur argent. Mais la plus grosse partie des fonds déposés en Suisse venait d'individus normaux, d'honnêtes citoyens qui cherchaient juste à préserver leurs actifs. Pose-toi la question. Quand tu as travaillé toute ta vie, que tu as honnêtement rempli ton devoir social, payé tes taxes et tes impôts sur tous tes revenus, est-il normal que l'État puisse encore te voler tes économies? Est-il normal que l'État ait un droit de regard sur ce que tu fais de revenus déjà taxés? Pire, à leur mort, ton papa, ta maman n'ont pas le droit de te léguer leur fortune. C'est pourtant de l'argent qui devrait être défiscalisé puisqu'ils ont déjà payé taxes et impôts toute leur vie. Mais pour l'État, il n'y a pas de petits profits. C'est un business. Tout est bon à prendre. Le secret bancaire suisse a essentiellement servi à protéger des citoyens honnêtes qui voulaient juste échapper au vol institutionnalisé des États alors qu'ils avaient déjà payé leurs taxes et impôts, qu'ils avaient déjà rempli leurs devoirs fiscal et social dans leur pays. Sous cet angle, le secret bancaire rétablit un équilibre des pouvoirs entre les citoyens producteurs de richesses et les États voleurs institutionnels. Je ne suis pas en train de te dire que c'est la meilleure solution. Je te dis juste que dans une situation déjà en crise, le secret bancaire offrait aux citoyens un contre-pouvoir, un espace de liberté qui ramenait un équilibre entre le citoyen et l'État. La dictatocratie des États-Unis d'Amérique ne pouvait pas laisser aux Suisses leur choix constitutionnel. Il fallait absolument leur enlever cette liberté pour empêcher qui que ce soit d'échapper à leur diktat financier. Les politiques américains sont devenus les marionnettes de leur propre lobby bancaire pour imposer toutes les lois possibles et imaginables comme le GAFI, le FATF, le Sarbanes-Oxley et tant d'autres. Non seulement c'est une ingérence inacceptable dans les lois et dans les constitutions d'autres pays, mais surtout, leur complexité les rend inapplicables, car elles permettent tout et son contraire en fonction des intérêts financiers des banques et des politiques. C'est une forme de dictature silencieuse, dans laquelle tu crois que les outils légaux protègent les citoyens, alors qu'ils ne sont là que pour enrichir ceux qui les utilisent. Leur but est de faire peur à des esprits faibles et fragiles, en leur faisant croire que notre système monétaire et donc notre civilisation vont s'écrouler s'ils n'imposent pas des lois ultra restrictives pour lutter contre la fraude fiscale. Mais c'est n'importe quoi, c'est un tissu de conneries. Ils ne t'imposent pas ces règles pour te servir et encore moins pour préserver tes libertés. Ils le font pour mettre la main sur tous les revenus financiers qui leur échappent encore. En ce sens, l'État est devenu un pur business que des politiques exploitent pour leur enrichissement personnel et celui de leurs conseillers, évidemment. Ils t'utilisent comme une vache à lait et si tu l'acceptes, ils te prendront tout sans le moindre remords. Quand le système fiscal de ta nation te vole le produit de ton travail au-delà du raisonnable, c'est l'État qui est criminel, ce n'est pas toi. C'est l'État qui crée la criminalité de toutes pièces. En fait, l'État a besoin de lois qui te criminalisent pour faire de toi son esclave. D'un honnête homme, il fait de toi un hors-la-loi par l'application de règles créées de toutes pièces dans ce seul but. Tu vis dans la peur,
de te faire prendre, alors que tu ne fais que demander de vivre normalement dans le respect de la loi et de tes institutions. Du point de vue des États, ils ont bien raison. Ils savent que la meilleure façon de t'exploiter au maximum est de te faire peur. C'est la base, c'est le modèle dans lequel tu vis et dans lequel ils veulent te faire vivre en 2024. Chaque nouvelle loi t'ampute un peu plus de ta liberté et ne t'y trompe pas, c'est leur seul but. Tu n'as aucune chance de connaître les milliers de pages de règles que tu es censé respecter. Et tant que tu l'acceptes, tu n'as aucune chance d'avoir une vie sereine et harmonieuse. Le système veut te faire croire que tu es trop faible ou trop petit pour avoir la moindre influence sur ta constitution ou ton cadre légal. Si tu le crois, essaye de dormir avec un moustique dans ta chambre et tu comprendras tout de suite que la faiblesse ou la taille n'ont rien à voir avec l'impact que tu as sur ton environnement. Essaye. Tu as la possibilité de changer tout cela en imposant de réécrire les lois et les constitutions selon le modèle que je te propose dans le chapitre 11, article constitutionnel. Dans le cas de la fraude fiscale, il suffit de définir le budget de l'État en pourcentage des revenus de la nation et toutes les lois qui induisent cette fausse criminalité sont balayées d'un revers de main. La fraude disparaît. Il n'y a plus besoin de secret bancaire. Les paradis fiscaux disparaissent. L'équilibre financier entre les citoyens et l'État est rétabli. Chacun connaît son rôle, ses devoirs et ses droits. Tu ne vis plus dans la peur. Tu n'es plus un criminel. Tu participes pleinement et avec fierté aux structures sociales et économiques qui font le succès de ta nation et même de ta civilisation. Tes politiques ne sont pas bien intentionnés à ton égard. Ils te font croire qu'ils sont là pour te protéger, alors qu'ils créent de toutes pièces les dangers qu'ils font peser sur tes épaules. La logique est primaire, mais c'est pourtant ce que tu observes partout. Comme le disaient deux superbes politiciens français, M. Jacques Chirac et M. François Mitterrand, plus c'est gros, plus ça passe. Je souhaite que tu fasses le lien entre le fonctionnement de la mafia et celui de nos États démocratiques actuels. Quelques exemples. Il y a un peu plus d'un demi-siècle, ou un siècle, on va dire, à Chicago, à New York, à Boston, les commerçants payaient les différents gangs pour qu'ils leur offrent la protection contre le vol, contre la destruction de leurs biens, contre l'enlèvement de leurs enfants, ou pour avoir le droit de vendre leurs produits et d'avoir pignon sur rue. Bref, tous les commerçants payaient pour leur sécurité et leur confort. Ils se mettaient entre les mains de ceux qui disposaient de suffisamment de violence pour les mettre à l'abri de tous les dangers ou dangers perçus comme tels. Ceux qui ne payaient pas tombaient sous les coups d'une violence organisée de toutes pièces par ceux-là même censés les protéger. Mais quelle est la différence avec les États actuels? En fait, pas grand-chose. L'État te dit « Je vais te protéger de tous les risques de la vie, mais pour cela, tu vas me payer. Je te protège du vol par le cadre légal, paye-moi à travers tes impôts. Je te protège du risque de ne pas pouvoir te faire soigner en cas d'accident ou de maladie. Paye-moi la sécurité ou paye les assurances obligatoires. J'y prélève déjà ma commission, t'inquiète pas. Je te protège de la destruction de tes biens. Paye les assurances obligatoires. J'y prélève déjà aussi ma commission.
Je m'occupe de l'éducation de tes enfants par l'école publique obligatoire. Paye-moi à travers tes impôts. Je t'autorise à vendre tes produits. Paye-moi la TVA. En fait, quoi que tu fasses, l'État prend sa taxe pour te protéger, pour ton bien, dans ton intérêt, sinon il va t'arriver malheur. Il crée la peur de toute pièce pour justifier l'accès illimité qu'il s'est donné à ton argent, aux produits de ton travail. Mais tu as peur de tomber malade. Donne-moi ton argent pour que je te protège des maladies par la sécurité sociale ou les assurances de santé obligatoires. Tu veux utiliser ta voiture ou chauffer ta maison? Donne-moi une taxe de 500 à 800% de marge sur le coût réel de l'énergie. Mais c'est dans ton intérêt, car tu es en train de détruire notre écosystème par tes rejets de CO2. Tu veux te faire plaisir en conduisant une belle voiture, en buvant un verre de vin, en fumant une cigarette, en allant au musée, au restaurant ou au cinéma. Paye-moi des taxes. Donne-moi ton argent, car tu vas ruiner ta santé. Tu es irresponsable de vouloir te faire plaisir. L'État doit te protéger de toi-même, car lui seul sait comment diriger ta vie. Paye, paye et paye encore pour sa protection. Veux-tu que je continue? Ou est-ce que tu commences enfin à faire les liens, à comprendre à quelle sauce tu te fais manger? Dans leur structure de 2024, les États ne roulent que pour eux-mêmes. Ils ne roulent que pour leur paroisse. Ils n'ont aucun respect pour ton travail. Ils te considèrent comme un mal nécessaire. Tu es leur vache à lait. Ils ont raison, car en tant qu'individus, les dirigeants politiques ne se sont jamais mieux portés. Même dans leurs rêves les plus fous, ils n'ont jamais espéré avoir un pouvoir pareil, une qualité de vie pareille, entièrement construite sur ton dos. C'est toi qui la leur offre en leur donnant un accès illimité à ton argent pour qu'ils te protègent. C'est le même modèle que la mafia. C'est le même modèle que la Cosa Nostra. Paye et je te protège. Si qui que ce soit te demande de le payer pour t'offrir sa protection, que ce soit un membre de ta famille, un ami, un gang mafieux et par-dessus tout un État, fuis! Fuis! Élimine-le de ta vie. Ne lui fais plus aucune confiance. Ne lui fais plus jamais confiance. Delete-le de ton existence. Nous avons lutté contre les gangs mafieux et leur business model pendant des décennies. Et la bataille n'est pas encore gagnée aujourd'hui. Nous avons reconnu la nuisance qu'ils représentent et nous avons dépensé des milliards en forces de police et autres appareils judiciaires pour les éliminer autant que possible. C'est pourtant ce même modèle que les États démocratiques t'imposent pour te soumettre et te voler. Ils te demandent de les payer pour te protéger. Mais en fait, c'est plus vicieux encore, car ils ont créé des peurs sur des dangers inexistants, sur des dangers qu'ils ont construits de toutes pièces, comme les mafieux, pour mieux exploiter ton ignorance. Peur du CO2 comme moteur du réchauffement climatique, mensonge. Peur du trou dans la couche d'ozone, mensonge. Peur de la surpopulation, mensonge. Peur de la maladie, mensonge. Peur de la faim dans le monde, mensonge. Peur de la fin du pétrole, mensonge. Peur de la Russie, mensonge. Comme nous le verrons dans le chapitre suivant,
Ils vont jusqu'à modifier le cadre légal pour se donner le droit d'envoyer plus de 80% des citoyens en prison si ce cadre légal était appliqué au pied de la lettre. Pardon. La liste est sans fin. Si tu as suffisamment peur, tu acceptes de tout donner pour retrouver un semblant de sérénité, et la plupart du temps, ça marche. La peur est le cœur du succès du business model utilisé par les États, tout comme par la mafia. Mais de quoi as-tu peur? Peur de la vérité? Peur de comprendre pour enfin changer le système? Peur de revenir à une relation saine et équilibrée avec tes dirigeants? Peur de prendre tes responsabilités? Peur de retrouver ton pouvoir d'achat? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est la peur qui te rend lâche. Le courage, c'est de savoir de quoi tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu n'as aucune peur à avoir. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Tu es la pièce maîtresse de l'édifice. Sans toi et sans ton travail, tout s'écroule. Les structures de gouvernance dans lesquelles tu vis ne tiennent que par toi. Tu les as construites et tu vas les reconstruire pour qu'elles servent le bien commun, pour qu'elles servent tes intérêts et ceux de ta communauté, pas les intérêts de tes maîtres politiques, pas les intérêts de tes dictateurs, pas les intérêts des mafieux, pas les intérêts des terroristes. Les politiques ne devraient plus avoir droit au téléprompteur quand ils s'adressent au public ou aux citoyens d'un pays. La logique est la suivante. Quand un dirigeant a des convictions personnelles, un projet pour sa nation et son peuple, il devrait être capable d'en parler sans devoir lire un texte et les mots pour le dire devraient lui venir facilement. S'il ne fait que lire un texte préparé par ses conseillers, il ne se livre pas et ne fait que défendre d'autres intérêts que la vision qu'il devrait avoir du futur de la nation. S'il n'est qu'un acteur qui lit un texte, il n'est d'aucune utilité pour son pays en tant que dirigeant. Il ne fait que relayer les intérêts de ses conseillers, la plupart du temps des intérêts financiers, sans aucune conviction personnelle. Il est la marionnette des différents secteurs d'activité humaine, pharmaceutique en cas de pandémie, militaro-industriel en cas de guerre, etc. Je ne donne pas d'autres exemples. Non. À titre d'exemple, pendant la crise du Covid-19, quand tu vois le président de la République française, M. Emmanuel Macron, lire un texte sur son téléprompteur pour faire la publicité des pharma pendant 40 minutes en prime time, penses-tu qu'il défend tes intérêts? Penses-tu qu'il connaît son sujet? Penses-tu qu'il a un projet pour le peuple français? Je te l'affirme, il est totalement ignorant. Il ne fait que lire un texte préparé par d'autres, comme un perroquet dans un cirque qui répète sans les comprendre les sons qui sortent de sa bouche. En revanche, ceux qui ont préparé l'allocution, les experts, les conseillers financiers, les amis du pouvoir, ont parfaitement compris l'opportunité que leur donne le président. Ils n'auront pas souvent la possibilité d'avoir le chef d'un État comme publicitaire en chef pour faire la promotion de leurs produits, la promotion de leur compagnie et de leurs intérêts financiers. Ils sont tellement heureux d'avoir réussi un coup pareil qu'ils ont deux objectifs. 1. Renvoyer l'ascenseur en donnant au gouvernement l'argumentaire qui lui permet de renforcer son pouvoir, de t'imposer
des règles, des obligations et des interdictions qui te tiendront sous contrôle. Premier objectif. 2, faire une opération financière fabuleuse qui leur permet de rétrocéder, tu peux dire de commissionner leurs complices de la pharma et de l'industrie médicale, sans oublier l'État, à qui cela va rapporter mais des milliards. Everyone is a winner. Tout le monde est gagnant. À part toi, évidemment. Je te le demande. Combien crois-tu que les firmes pharmaceutiques aient payé pour avoir rien moins que le président de la nation pour faire leur publicité? Et combien ces derniers ont-ils gagné en abusant de ta confiance? Et tout cela au mépris de ta santé, au mépris de ton intégrité physique. Pour preuve, il n'a fallu que 12 mois pour confirmer l'inutilité et même la dangerosité du produit vendu par Monsieur le Président de la République française, Emmanuel Macron lui-même. Mais l'opportunité financière était trop belle. L'occasion de renforcer le pouvoir était trop tentante. L'occasion de faire de toi un esclave soumis ne pouvait pas être ignorée. J'ai les mêmes exemples dans des contextes différents à propos de la chancelière allemande, Madame Angela Merkel, des présidents américains, M. Bill Clinton, M. George Bush, M. Barack Obama, et le pire, M. Joe Biden, qui est évidemment l'exemple du vieux monsieur fatigué, à peine capable de marcher ou même de lire un texte sans se tromper, dont la seule fonction est d'être utilisé comme marionnette de ses conseillers, vrais détenteurs du pouvoir qui dirige l'Amérique. Évident. C'est ce que tu peux appeler l'état profond, pour lui donner un petit côté mystérieux, presque mystique. Mais dans les faits, c'est du simple copinage financier. Évidemment, ça impressionne, car c'est fait à l'échelle de la nation. Donc les chiffres sont en centaines de millions ou même en centaines de milliards. Mais le mode opératoire reste toujours très simple. Les amis du pouvoir que sont les big tech, le complexe militaro-industriel, les banques, les pharmas, les assurances et beaucoup d'agences gouvernementales comme la CIA ou la NSA, bien d'autres. En fait, toutes les organisations dont les résultats financiers, voire la survie, dépendent des décisions politiques, soutiennent les candidats qu'ils peuvent manipuler le plus facilement. Ils financent les campagnes de jeunes hommes qui renverront l'ascenseur, car trop heureux d'être propulsés sur le haut de la scène aussi jeunes, ou de vieux gériatriques qu'il sera facile d'influencer. Les élections sont si faciles à truquer, car les modes de scrutin sont jamais à la majorité absolue, sans proportionnalité. Et de nos jours, avec le vote électronique, la fraude électorale est devenue encore plus facile à organiser. Quand la marionnette est en place, l'état profond, les conseillers lui donnent le business model avec tout l'argumentaire destiné au public, et le pantin n'a plus qu'à lire son texte sur le téléprompteur. Les scénarios sont tristement répétitifs. Ils te font peur avec des pandémies, avec des guerres, avec le terrorisme, avec des crises financières, avec des catastrophes naturelles, avec le chaos social. C'est la mafia. Je te fais peur, tu me payes pour que je t'offre ma protection. Pour les politiques, la guerre est un scénario particulièrement prisé, car non seulement il fait de l'argent par les rétrocessions du complexe militaro-industriel sous couvert du secret défense,
Mais si tu y ajoutes le terrorisme, il permet de renforcer le pouvoir de l'État en imposant de nouvelles lois, en imposant de nouvelles règles nationales et internationales. D'une pierre deux coups, tu fais du pognon et tu assois ton contrôle sur tes citoyens esclaves et même sur tes pays voisins ou alliés. Les uns comme les autres n'ont rien à dire. Bon business model. Tout le monde se frotte les mains. À part toi, évidemment. Toi, tu es juste là pour avoir peur, pour payer, pour être soumis et pour fermer ta gueule. J'arrête là, car sinon tu vas m'accuser de me répéter en t'abreuvant de la même histoire appliquée à tous les secteurs d'activité humaine. Ah bah, tu as probablement raison. Je te le résume. Les téléprompteurs, la lecture d'un texte écrit par d'autres, doivent être bannis une fois pour toutes de la sphère politique. Tu peux admettre que les speakers de journaux télévisés ou des émissions de divertissement les utilisent, mais pas les politiques. Si tu veux pouvoir apprécier la valeur de l'homme ou de la femme que tu t'apprêtes à élire, tu dois avoir accès à son esprit, à ce qui sort de son cœur et de ses tripes, à ce qu'il est réellement. Tu ne pourras l'apprécier que si tu le vois brut de fonderie, que s'il est lui-même, hors des intérêts financiers de ses conseillers. Tu ne veux pas d'un acteur de cinéma qui récite son texte. Tu veux un dirigeant responsable, compétent, qui a pris le temps de penser à ce qu'il te propose et qui a un projet pour toi, dans l'intérêt du plus grand nombre, au service des citoyens de la nation. Sans projet, tu ne sais pas où tu vas. Tu ne crées pas d'espoir chez les gens. Si tu veux qu'un peuple bouge et soit uni, tu dois lui donner un objectif, accompagné de l'énergie et de l'enthousiasme qui permettent de l'atteindre. En fait, c'est Martin Luther King. I have a dream. J'ai un rêve. Tes politiques doivent avoir un rêve, le partager avec toi et avec tous les citoyens. Un rêve associé à la feuille de route qui te permette de l'atteindre. Les hommes qui ont un rêve sont beaucoup plus forts que ceux qui connaissent les faits. Les paroles que tu veux entendre sont « I have a dream »,« J'ai un rêve, je le partage avec toi, je veux tous nous associer à ce rêve et nous allons ensemble en faire une réalité. » Ce que tu veux entendre, c'est ce que je viens de te dire, suivi de notre feuille de route est point 1, point 2, point 3. Tant que les politiques lisent comme des perroquets les textes préparés par d'autres, ils ne peuvent plus avoir un rêve. Ils n'ont plus de vision personnelle. Ils n'ont pas le droit de te proposer leur projet. Ils n'ont même pas le temps d'y penser. Ils sortent tous du même moule, des mêmes écoles. Ils pensent tous de la même façon. Si ton politique préfère lire un texte, tu peux comprendre, il doit l'écrire lui-même, car l'écriture est la géométrie de l'esprit. Et cela lui permettra de donner une structure à sa pensée, une structure à ce qu'il te propose. À l'écoute de ce qui sort réellement de ses tripes et de son cerveau, ton ressenti, ton instinct, ton intuition te diront sans possibilité d'erreur s'il est celui ou celle qu'il te faut. C'est certain. Il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de démocrate,
Il n'y a pas de républicain, il n'y a pas de Labour Party, il n'y a pas de Conservative Party. Tous ces concepts de système politique ne sont créés que comme moteurs de pouvoir au service d'êtres humains qui s'en servent, car c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est ce qui correspond au fonctionnement basique de ta pensée. En simplifié, ton cerveau est binaire. Il fait des choix qui aboutissent toujours aux réponses. Oui, non, bon ou mauvais, vrai ou faux, blanc ou noir, gauche ou droite, vérité ou mensonge, chaud ou froid, d'accord, pas d'accord, je fais ou je ne fais pas. Bien sûr, tu vas complexifier ton raisonnement en y attachant des jugements de valeur, des justificatifs ou des excuses, des louanges ou des accusations. Mais fondamentalement, tu n'as que deux choix. Bon pour moi, je fais. Mauvais pour moi, je ne fais pas. C'est la raison pour laquelle les politiques utilisent ce modèle. C'est gauche ou droite. C'est ce qui correspond le mieux à ton mode de fonctionnement cérébral binaire. Et c'est bien ainsi. En 2024, toutes les nations, qu'elles soient démocratiques ou dictatoriales, libertaires ou répressives, ont toutes une constitution. Elles ont toutes un cadre légal. Nous savons, sur la base de nos expériences passées, quels sont les systèmes de gouvernance qui donnent les meilleurs résultats, tant sur le plan social que sur le plan économique. Nous avons été les victimes de dogmes politiques pendant plus de 2 siècles, et nous les avons vus à l'œuvre. Nous les avons testés. Cette expérience fait en sorte que tous les partis politiques sont à peu près identiques. Ils te proposent tous à quelques détails près les mêmes structures. Dans le modèle actuel, choisir l'un ou l'autre ne change rien, ou presque rien, car les différences entre les programmes qu'ils te proposent sont homéopathiques. Leur seul dénominateur commun est de conserver le pouvoir à tes dépens, d'exploiter ce que tu leur as si généreusement laissé te voler. Ils utilisent tous les mêmes mensonges pour te charmer. Ils ne roulent que pour eux-mêmes, jamais pour toi. Leur seul intérêt est le pouvoir, car il leur donnera un tel accès à ton argent, à la valeur de ton travail, qu'ils pourront se payer une qualité de vie comme personne autour d'eux. Ils vivront et travailleront dans les plus beaux bâtiments gratuitement. Ils auront les plus belles voitures et leurs chauffeurs gratuitement. Ils auront les avions privés et leurs pilotes gratuitement. Ils auront les plus beaux habits gratuitement. Ils auront les médias à leurs bottes. Ils contrôleront tous les secteurs d'activité humaine, l'éducation, la santé, le cadre légal, l'énergie, les transports. En fait, nos politiques ont leurs mains partout. Et ils te contrôlent de A à Z, de ton premier à ton dernier souffle. C'est ce que les États veulent. C'est ce qu'ils ont réussi à mettre en place. C'est ce qu'ils se transmettent sans remords, quel que soit le parti qui reprend le flambeau. Quand le peuple passe de l'un à l'autre pour essayer de sortir de ce cercle vicieux. Mais réfléchis un instant, quel que soit le parti politique qui prend les commandes de la nation, il serait fou de changer quoi que ce soit. Il hérite du repas déjà préparé par les précédents, il n'a plus qu'à mettre les pieds sous la table pour se gaver. Et tu crois qu'élire l'un ou l'autre va changer quoi que ce soit? Tu crois qu'ils sont différents? Qu'ils ont d'autres priorités que de conserver ce pouvoir total sur toi, sur ton argent, sur tes enfants, sur le cadre légal, sur l'économie tout entière? Mais tu vis en plein rêve, mon pauvre ami. Si tu comprends enfin qu'élire l'un ou l'autre ne change rien,
Tu es tenté de descendre dans la rue pour manifester, pour exprimer ton mécontentement. Tu vas choisir une problématique comme l'immigration, la santé, l'éducation, en fonction de ce qui t'indigne le plus ou de la mode du moment. Mais tu ne changeras rien, car la seule solution est de t'attaquer à l'ensemble de la machine pour recréer ses fondations. Pour te calmer temporairement, pour faire semblant de te donner satisfaction, en réalité pour mieux t'enfariner la gueule, les politiques te proposent de consommer une petite règle supplémentaire, de signer un traité ou un accord qui ne feront que s'ajouter à l'excès de loi pour te priver un peu plus de ta liberté. Si tu acceptes, tu ne soigneras pas le fond et tout le système retombera malade dans 6 mois. Je te le résume. Tous les politiques sont les mêmes. Ce sont des gens simples. Leur rôle est de conserver et d'accroître leur pouvoir. Ils défendent les structures qui le leur permettent. C'est ce qui leur offre l'accès à ton argent. C'est ce qui leur donne leur obscène qualité de vie. Coupe l'argent. Définis leur budget en pourcentage de ce que tu produis, de ce que produit la nation, et tu auras un nouveau système parfaitement fonctionnel. L'argent est le moteur de la guerre. Coupe l'argent et tu auras la paix. Tu remettras les politiques dans leur rôle. C'est un peu plus compliqué que cela, mais ce n'est pas beaucoup plus compliqué. Tu vas le voir. Je vais te le prouver. En fait, tu retrouves les mêmes fondamentaux dans tous les partis politiques. Par exemple, de ces fondations bien intentionnées, le libéralisme a été interprété et transformé pour déboucher sur un nouvel esclavagisme qui asservit 90% des humains de la planète au profit d'une infime minorité. Une fois de plus, les règles fondamentales de l'évolution de la vie sont à l'œuvre. La nature n'aime pas le vide. Dès qu'une niche écologique se libère ou est disponible, elle est immédiatement occupée par une nouvelle espèce ou par une espèce existante qui s'adapte à ce nouvel environnement. Dans l'interprétation du libéralisme actuel, les humains vont plus loin. Ils créent par eux-mêmes les niches non pas écologiques, mais les niches politiques, financières, industrielles, guerrières, sans même parler des niches légales et constitutionnelles dont ils se servent pour qu'une minorité au pouvoir puisse justifier de réduire la majorité en esclavage. Le libéralisme, dans sa forme actuelle, n'est rien d'autre que la destruction de toutes les valeurs humaines, de toutes les valeurs humanistes qui ont fait la force de notre espèce. Pour mieux nous diviser, le libéralisme tente de te convaincre que l'individu est au centre de tout, que tu n'existes que pour toi-même, hors de ta famille, hors de ta communauté, hors des valeurs spirituelles et religieuses qui nous unissent pourtant. Être libéral, c'est ne plus croire ni dans la famille, ni dans ta capacité collaborative. C'est donner une priorité absolue à soi et à l'argent qui définit ton statut social par ta capacité de consommation, que tu le veuilles ou non. Quand tu bases toutes les valeurs sur l'individu, comme le fait l'enseignement étatique, c'est en fait la destruction de toutes les valeurs. C'est perdre toute identité. C'est n'appartenir à aucune communauté, puisque le soleil ne brille que pour toi, puisque tu es le centre du monde. Les libéraux individualistes ne font plus partie des communautés humaines. Ils pensent qu'ils peuvent réussir seuls, qu'ils n'ont besoin de personne. Ils ne pensent qu'à eux.
et à leur succès professionnel comme moteur de leur accomplissement. Se faire traiter de libéral aujourd'hui est littéralement une insulte. C'est être un sous-homme, c'est être un dégénéré total, c'est être un homme qui a abandonné ses valeurs et sa dignité humaine. Et je te parle ici des libéraux, mais laisse-moi te rassurer, si tu en fais partie. Tous les systèmes de gouvernance actuels ont exactement les mêmes fondamentaux. Ils veulent tous nous diviser pour mieux régner. C'est ce qu'ils t'obligent à accepter. Ils créent et entretiennent la mort de la famille, le racisme, la xénophobie, le clivage homme-femme, le clivage hétérosexuel-homosexuel. En fait, la liste est sans fin. Je te parle des libéraux parce que c'est facile. Ah bah oui. Mais tous les partis te vendent la même chose en fonction des modes du moment. La gauche, le centre, la droite, les écolos, tous les mêmes. Dans les faits, ils ne te proposent jamais rien de nouveau. Ils ne te proposent rien de décisif. Ils n'ont même pas pris le temps de penser à ce qui aura un impact, à ce qui t'amènera réellement les fondations solides dont tu as besoin pour recréer tes systèmes de gouvernance. Mais c'est à pleurer, quoi. À pleurer. Si tu n'imposes pas une nouvelle base constitutionnelle et légale, si cela ne vient pas de toi, cela ne viendra de personne. La logique est simple. En tant qu'individu, tu fais toujours les meilleurs choix pour toi, compte tenu de ton modèle du monde. Ton bon sens d'être humain t'empêchera de faire ce qui n'est pas approprié pour toi. Non seulement tes choix te définissent, mais chaque pensée, chaque mot que tu prononces, chacune de tes actions sont une déclaration, une annonce de ce que tu penses être, de qui tu choisis d'être. C'est le reflet de ta vision du monde, de ce que tu crois qu'il est, de ce que tu voudrais qu'il soit. En tant qu'espèce collaborative, c'est la somme de toutes ces déclarations, de toutes ces annonces qui doivent dicter les bases structurelles, constitutionnelles et légales du monde dans lequel tu décides de vivre. C'est logique. Il y a moins de 2 siècles, la guerre de sécession a fait plus de 620 000 morts. C'est le prix qu'a payé l'Amérique du Nord pour abolir l'esclavage. Cette guerre civile a indirectement imposé à tous un monde dans lequel les humains sont égaux, un monde dans lequel aucun homme ne peut être l'esclave de l'autre. Il n'a fallu qu'1 siècle et demi aux dirigeants des démocraties pour réintroduire l'esclavagisme sous une forme beaucoup plus pernicieuse, car accepté par tous au nom du bien commun, au nom de la sécurité. En 2024, tu acceptes de vivre dans une prison réglementée par les représentants de l'État et non par les représentants du peuple. Comme te le disent les participants du WEF, du World Economic Forum de Davos, qui est la honte de la Suisse. Je les cite, « Tu ne posséderas plus rien, mais tu seras heureux. » Comme les esclaves, tu ne posséderas plus rien, tu travailleras pour nous, nous te nourrirons, nous éduquerons tes enfants, nous te donnerons un toit, et en échange de cette sécurité que nous t'offrons de façon bienveillante, tu seras à nous. Tu seras notre possession. En bref, c'est la négation même de l'être humain. Et tu acceptes cela? Tu vas vraiment te laisser faire sans réagir?
Mais de quoi as-tu peur? Que dois-je te dire pour te faire comprendre que le pouvoir, c'est toi, c'est ton bon sens, c'est ta volonté, c'est ta détermination. Exprime-toi, impose-toi. La politique, c'est toi. Tu es au centre de l'équation en tout temps. Et si tu baisses les bras, si tu ne t'intéresses pas à la chose publique, le prix que tu payeras sera d'être gouverné par d'autres intérêts que les tiens. Encore une fois, par des gens qui te sont inférieurs et qui abusent de ton manque d'engagement. Ce que je te propose est de revenir à l'esprit de la guerre de sécession aux États-Unis, d'interdire constitutionnellement que qui que ce soit, ni que quelque institution que ce soit, ne puisse faire de l'autre son esclave, lui voler sa liberté, lui voler ses enfants, lui voler sa famille, lui voler la valeur de son travail, lui voler son temps en procédures administratives totalement stériles. Tu peux te demander combien de morts coûteront les réformes constitutionnelles qui aboliront l'esclavagisme démocratique. La réponse est simple. Aucun mort ne sera à déplorer. Ensemble, nous allons mettre en place la non-coopération sociale. Je dis sociale, car pas une goutte de sang ne sera versée. Il n'en découlera aucune manifestation ni aucune violence. Tu ne te laisseras jamais aller à utiliser les mêmes armes que celles utilisées par ton gouvernement pour t'emprisonner dans ton rôle de citoyen esclave qui ne décide plus rien. Tu ne t'abaisseras jamais à utiliser la même violence que celle utilisée par les États pour t'empêcher de reprendre tes responsabilités, pour faire valoir tes idées, tes valeurs, ton désir de paix. Ton succès viendra de ta capacité à ne jamais reproduire le comportement de ceux qui ont mis en place l'injustice. Comment? Le proverbe dit « Best choice is to have no choice ». En français, le meilleur choix est de ne pas avoir le choix. Nos institutions ne souhaitent pas restructurer, car elles perdraient une partie de leur pouvoir et de leur source de revenus indissociables de leur qualité de vie. Nous devons pourtant mettre ces institutions devant leurs responsabilités, les faire toucher le mur, car elles n'accepteront jamais d'abandonner ne serait-ce qu'une infime partie de leur mode de fonctionnement actuel si elles n'en ont pas l'obligation absolue. C'est l'histoire des dinosaures qui n'auraient jamais abandonné les niches écologiques qu'ils occupaient au profit des mammifères et d'une plus grande biodiversité sans un changement d'environnement majeur qui les a amenés à l'extinction, à la mort. Les systèmes qui te privent de ta liberté, de l'accès à la valeur de ton travail, donc de ton pouvoir d'achat, ne survivent que par ta création de valeur, par tes impôts, par les taxes que tu payes sur tout. Tu dois interrompre ce flux financier dont se nourrissent tes dictateurs, alors même que ceux-ci ne produisent rien, alors qu'ils ne génèrent aucune valeur par le travail. Ils sont des centres de coûts qui ne reposent entièrement que sur les centres de profit que sont les citoyens et surtout les PME, les petites et moyennes entreprises qui représentent 75 à 80% de l'économie réelle de toutes les nations, quel que soit leur système de gouvernance.
les citoyens et les PME, principales sources de la valeur dont se nourrissent les États, doivent fermer les vannes financières. Pardon. Doivent priver les États des revenus qui leur donnent leur pouvoir. Mais pas seulement. Il est de notre devoir à tous de solliciter au maximum les infrastructures sociales étatiques pour les rendre tellement déficitaires qu'elles seront en faillite encore plus qu'aujourd'hui, après quelques mois seulement. Nos systèmes de gouvernance doivent toucher le mur aussi vite que possible pour ne pas laisser les plus humbles d'entre nous démunis trop longtemps. Ton but n'est pas de casser ni de détruire le capital de la nation. Au contraire, tu souhaites lui redonner sa force, son utilité, au service des citoyens et des économies. Tu ne veux en aucun cas enfreindre la loi. Tu veux que les politiques et les autorités judiciaires te proposent de vraies lois, de vraies règles constitutionnelles qui s'appliquent à tous sans discrimination, devant lesquelles nous sommes tous égaux, qui nous mettent tous sur un pied d'égalité. Tant qu'ils ne te les donnent pas, tant qu'ils ne font pas ce pourquoi tu les payes, tu dois te protéger. Tu dois arrêter de les payer. Tu ne leur laisses aucun choix. Tu leur demandes de mettre en place les nouvelles constitutions sur le modèle que je te décris dans le chapitre 11, article constitutionnel. Et tant qu'ils ne le font pas, tu coupes les vivres. Résumé. Tu peux rester dans la colère contre les politiques, mais pose-toi la question, qu'offres-tu pour changer quoi que ce soit? Tu as laissé les politiques modifier le cadre constitutionnel et légal pour les mettre à leur service, pour faire de nous les esclaves modernes, producteurs des richesses dont ils se nourrissent. Il ne tient qu'à toi d'imposer de réécrire les bases constitutionnelles et légales par la non-coopération sociale. Tu offriras le plus beau cadeau que les politiques puissent recevoir. Tu leur redonneras leur fierté du service public et tu leur redonneras toute leur valeur au service des citoyens et des nations. Ils retrouveront leur utilité comme moteur de l'évolution des civilisations plutôt que d'être eux-mêmes les esclaves manipulés des intérêts financiers de ceux qui les contrôlent réellement. C'est un choix. C'est ton choix. Tu as cette force. Tu as cette détermination. Oublie ce que tu crois être. Redeviens ce que la nature a fait de toi. Prends la décision et fais-le, utilise-moi pour mettre en place ce qui est indispensable à retrouver ta vie, ton existence. Redeviens un homme, tout simplement. Merci pour ton aimable attention. Paix à toi, paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.